Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Burtin et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. Aujourd'hui, nous recevons Marta Pessigna, investie par la France insoumise et soutenue par les écologistes. Bonjour Marta Pessigna. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite à Lisbonne, en studio, pour répondre à cet entretien. Alors, on va expliquer un petit peu qui vous êtes. On va vous faire découvrir auprès de nos, des gens des Français de l'étranger qui sont sur la circonscription. Vous êtes journaliste de formation, vous êtes ancienne responsable communication au Consulat général de France à New York. Vous avez été formatrice engagée sur l'égalité femmes-hommes. Vous vous présentez aujourd'hui avec une candidature que vous qualifiez de rupture et de rassemblement pour les Français de notre circonscription. Alors on va parler bien entendu de votre parcours, de vos engagements et bien sûr de votre vision pour les Français établis hors de France. Avant cela, on va parler un petit peu de nos sponsors. Je précise bien entendu que ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires, que nous remercions pour leur confiance et que vous pouvez les retrouver dès à présent sur les principales plateformes Spotify, Deezer, YouTube en vidéo. Cafimo, eh bien Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leurs projets immobiliers au Portugal. Cafimo, c'est aujourd'hui le numéro un des courtiers en crédit immobilier, spécialisé dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients, car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un engagement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité, tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute. Vous voyez, si demain vous voulez vous installer au Portugal, vous avez déjà aujourd'hui peut-être la solution du financement. Alors que ce soit pour un achat, un financement, un investissement et même financer des travaux ou juste renégocier son prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal. Et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Et on remercie aussi notre partenaire Opticalia Campo de Ourique, qui est votre opticien français, lunetier à Lisbonne. Spécialiste du visagisme et de la colorimétrie pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Et grâce à la technologie de mesure par l'IA, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Quel progrès quand on attendait plusieurs semaines pour avoir ces verres et ces montures. Eh bien, en plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition et vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont toutes reconnues par les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Et leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Voilà, donc nous remercions nos partenaires et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Voilà qui est dit. Alors, Martin, moi j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Alors, Alors, je sais que vous résidez à Bilbao. oui, tout à fait. Alors, j'habite à Bilbao depuis 2021. Je suis franco-basque espagnole. Ma mère est française, mon père était basque espagnol, originaire de Vitoria, qui est la capitale administrative du Pays basque espagnol. Et donc, après avoir grandi dans banlieue parisienne, avoir vécu entre Cuba et les États-Unis pendant plus de 10 ans, j'ai décidé de retrouver avec ma famille, mes enfants, le vieux continent. Et eh bien, voilà, j'ai eu envie quelque part de retrouver mes racines basques en m'installant eh bien, à Bilbao, puisque quasiment toute ma famille paternelle et ma sœur habitent dans cette région.
Il se trouve que j'aurai l'occasion de revenir sur mon parcours professionnel aux États-Unis, mais j'ai rejoint donc une entreprise de conseil et de formation qui est spécialisée sur l'égalité, l'accompagnement sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, on est une entreprise très ancrée dans le sud-ouest de la France, puisque mes associés sont à Bordeaux et dans le Gers, mais on travaille avec des établissements publics, des ministères, des collectivités locales, territoriales, des entreprises partout en France, et on commence un petit peu à s'implanter en Espagne. D'accord, ça veut dire que vous êtes basé en fait à Bilbao, mais vous travaillez principalement de Ex- l'autre côté de la frontière. Alors on le rappelle quand même que Bilbao n'est pas très éloigné non. de la frontière française, mais bon. Mais en Espagne, par contre, non, vous ne développez pas les mêmes Non, bah en fait, c'est pas non plus anodin le fait qu'on soit en Espagne. J'aurais peut-être aussi l'occasion d'y revenir, mais On l'Espagne va en parler, bien entendu. est un pays pionnier qui a mis en place un certain nombre de mesures Absolument. très importantes Avant la France, hein. bien avant la France. Ouais, Dès c'est- 2004, la loi intégrale sur les violences conjugales, on attend, en France, on est en 2025, on n'a pas le budget qui a été attribué dès 2004 sur ce pacte intégral de lutte contre les violences conjugales, des lois récentes encore sur l'égalité professionnelle, Mhm. comme le rallongement du congé paternité et maternité. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, la plupart de nos activités sont en France, mais on a quand même un regard tourné vers l'Espagne. On est très intéressé par ce qui se passe en Espagne, et c'est vrai que on a l'ambition sur le long terme de construire un pont, enfin voilà, promouvoir le dialogue des deux côtés des Des deux côtés de la Pyrénées sur frontière, oui. cette question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, on a tellement de demandes et de clientèle en France que on n'a pas vraiment eu le besoin ni le temps de se développer en Espagne, sachant qu'il faut avoir une expertise sur la législation espagnole. On s'y intéresse sérieusement, mais En tout j'ai... cas, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet aussi que je précise, je ne pensais pas à devoir en parler, mais aussi au Portugal, où il y a des associations, et pour avoir rencontré des animateurs de ces associations, dont une association française, c'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont ou binationaux ou qui sont étrangers, donc français en ce qui les concerne, et qui subissent de temps en temps un certain nombre, enfin voilà, qui ont pas mal de problèmes justement, comme qu'on n'a pas encore évoqué, mais Mm. ça fait partie véritablement des problèmes, et que beaucoup de femmes, parce que c'est principalement des femmes, mais il y a aussi des hommes, doivent être relogés de temps en temps, doivent être éloignés du conjoint ou de la conjointe, compte tenu des violences conjugales. Bien sûr, sur Et au Portugal, il y a une demande très forte aussi qui se sur développe. l'Espagne aussi. Et sur l'Espagne, il y a une procédure qui a été mise en place qui fait que, enfin, aussi bien au niveau de l'accompagnement économique, enfin, du soutien économique, Ouais, de parce que l'accompagnement judiciaire, du dépôt de plainte, c'est très de compliqué la ici, hein. formation des juges. Voilà, c'est un pack intégral qui fait que ça a permis de diviser par deux le taux de féminicide sur le cas de l'Espagne. Sur le cas du Portugal, je suis moins experte, mais c'est sûr que quand on met de l'argent, quand on investit de l'argent, il n'y a pas de secret. Et Non, mais on souvent, ce finit sont par... des gens qui n'ont pas d'argent, enfin, en tout cas, qui sont limités Oui, financièrement oui, moi parlant. je Et parlais donc, de l'argent de oui, oui. l'État qui Mais permet l'argent de l'État justement... et l'État, bien sûr, justement, on en est peut-être un peu plus au début. oui. En tout cas, on est moins avancé qu'au niveau de l'Espagne. Mm. Et même les services de police ont pas forcément la formation Bien sûr. nécessaire. Et c'est pas à vous que je l'apprendrai, à quel point c'est nécessaire d'avoir justement des gens spécialisés pour savoir accueillir les victimes. Bien sûr, tout à fait. C'est un véritable problème. Ouais. Alors, on va revenir, Du coup, oui, c'est évidemment. ça, on va pouvoir Voilà, remonter en on arrière va, parce que... on va pouvoir, non, non, on va pouvoir continuer, bien au contraire. Alors, vous avez été journaliste, vous avez été correspondante, on peut le citer d'ailleurs, la chaîne, travaillé pour France 24. Vous avez couvert l'actualité locale et internationale. Vous étiez basé d'abord, je crois, à Miami, vous m'arrêtez si je me trompe, puis ensuite New York, et vous y avez vécu près de 10 ans. C'est Exactement. pas mal, hein? Oui, tout à fait. Vous auriez pu devenir citoyenne américaine. Américaine, oui, j'avais la green card. Bah oui. Mes enfants sont d'ailleurs citoyennes américaines puisqu'elles sont nées aux Ouais. États-Unis.
Et effectivement, donc juste un petit rectificatif. Donc, j'ai vécu 5 ans à peu près à Miami et 5 ans à New York. Et à Miami, en fait, je travaillais pour une société de production qui vendait des reportages à différentes chaînes, dont France 24, Arte, TF1, D'accord. enfin voilà, toutes les chaînes toutes les chaînes Oui, vous françaises. faisiez tout type de reportage, en fait. Voilà, c'est ça. Mais j'étais pas directement employée par Ouais, France vous étiez 24. freelance, Après, j'étais officiel. la correspondante sur le sud-est des États-Unis et sur les affaires cubaines. Oui. Oui, les affaires cubaines, parce que, alors, il y avait quoi? Qu'est-ce qui vous reliait justement à Cuba? Parce que vous l'avez évoqué déjà tout à Oui. l'heure. Alors, en fait, je me suis spécialisée pendant mon master d'histoire sur l'Amérique latine. J'ai fait un master à Ouais. l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Donc, je me suis plus particulièrement spécialisée sur le rôle des femmes pendant et après la révolution cubaine. Quels ont été les obstacles? Qu'est-ce que la révolution cubaine a permis pour l'émancipation des femmes et quels ont été les obstacles? En fait, j'ai passé 1 an à Cuba, une année de césure, parce que je faisais aussi de la musique et j'avais envie de découvrir la musique là-bas dans une école de musique. Et donc, je n'y allais pas du tout pour étudier, poursuivre mes études d'histoire, mais en fait, j'ai été immédiatement surprise par, contre tous les clichés qu'on peut avoir. On peut se dire que c'est un pays latin, qu'il y a du machisme. Effectivement, il y a du machisme, comme dans tous les pays du monde. Mais j'ai été très surprise de voir à quel point la présence des femmes dans l'espace public, dans des postes de pouvoir. Et donc, j'ai décidé de me pencher j'ai essayé de m'intéresser, de comprendre pourquoi il y avait une présence prédominante des femmes dans l'espace public à Cuba. Regardez, si on prend ne serait-ce qu'un pays pas très éloigné de Cuba, comme le Mexique, la présidente de la République est une femme. Tout à fait. Vous avez des gouverneurs de certaines régions qui sont aussi des femmes. Oui. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable mutation, changement complet. Oui. Et donc l'Amérique latine n'a pas forcément l'image justement du machiste. C'est ça, ça ne correspond pas à la réalité, aux idées reçues. Et c'est vrai que Cuba... Mais Cuba, c'est plus flagrant. Enfin, en tout cas, Cuba, c'est... Et vous avez pu... On fait une aparté, on parle un petit peu. Mais Cuba, vous avez pu rester 1 an librement, sans qu'on... C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. J'ai réussi à avoir un visa étudiante. Vous étiez mais après, on regardait quand même ce que vous faisiez. Oui, bien sûr. Alors après, c'est ça, l'accès... les accès sont limités. C'est quand même un système particulier. Mais c'est vrai que moi, vu que ce qui m'intéressait, c'était... Qu'est-ce que la révolution cubaine avait apporté aux femmes? Bon, du coup, il y avait quand même une certaine bienveillance sur mon sujet. Après, évidemment, en toute indépendance et dans le cadre de mes recherches, mon objectif, c'était pas d'écrire un mémoire. Et j'ai réalisé aussi un documentaire, des reportages qu'on suivit à la gloire de la révolution cubaine. C'était aussi de soulever les obstacles qui ont pu empêcher d'aller plus loin sur l'émancipation des femmes. Et ma conclusion, enfin pas ma conclusion, mais on va dire... ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est de voir à quel point, dans un régime socialiste... Pour ne pas dire communiste. Oui, ou communiste, tout à fait. Le fait d'instaurer un programme socialiste qui, en fait, permet l'abolition, en apparence en tout cas, des inégalités, ça a permis justement d'émanciper les femmes au niveau... professionnelle, puisque c'est, on va dire, le gouvernement qui a pris en charge les tâches domestiques et familiales avec la généralisation de crèches, de maternelles. Donc, ça a permis vraiment aux femmes de prendre toute leur part dans l'espace public et au travail, de s'émanciper par le travail. Oui. Il y a eu aussi une révolution... sexuelle, dans le sens que l'avortement, par exemple, à Cuba, il a été légalisé en 1960. C'est-à-dire en France, c'est 74. Ah, oui. Donc 14 ans avant la France. Ouais. Voilà, tout ça, c'est vrai que quand on va en Amérique latine, comme vous disiez, on n'a pas du tout cette image-là, mais il se trouve que Cuba est vraiment un cas unique. Et vous avez pu revoir des Cubains quand vous étiez à Miami, ou en tout cas des gens qui s'étaient exilés, qui avaient alors peut-être une perception un peu différente, mais en tout cas, vous avez dû continuer. Une perception différente. Mais après, voilà, juste pour finir sur ce sujet... je vois que c'est un sujet qui vous... C'est un sujet, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Pour conclure, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que quand il y a des politiques publiques qui sont mises en place,
les femmes, les femmes peuvent très rapidement occuper un espace public et peuvent très, très rapidement occuper des postes de pouvoir et avoir toute leur part dans la société. Leur voix peut être entendue, mais par contre, il faut aussi mettre en place des politiques spécifiques de lutte contre le sexisme. C'est-à-dire que le patriarcat, si je peux m'exprimer ainsi, il est antérieur au capitalisme. Donc même en imaginant, et le capitalisme n'a pas été aboli non plus à Cuba, mais même en abolissant le capitalisme, il faut aussi mettre en place des politiques spécifiques contre le sexisme. Parce que à Cuba, le sexisme perdure encore. Et les femmes sont aussi confrontées aux mêmes problématiques de violences sexuelles. Je vois que si demain vous êtes à l'Assemblée nationale, ce sera un des thèmes que vous... certainement. Que vous reprendrez. Alors, je rappelle aussi que vous êtes communicante et vous avez été communicante au Consulat de France à New York, formatrice sur l'égalité. Quelle expérience vous tirez un petit peu de tout ça? Alors, on a déjà un peu dévoyé un peu le sujet, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, au consulat plus particulièrement, si vous voulez, je vais peut-être d'abord aller sur le journalisme. Ouais. Le journalisme, donc pendant 5 ans, j'ai pu réaliser des reportages télé sur tout un tas de sujets. Moi, c'est vrai que les sujets qui m'affectionnaient particulièrement, c'était les sujets sociaux, de justice sociale, couvrir les mouvements... On a compris. Oui, les mouvements sociaux, couvrir aussi la politique américaine, les sujets d'immigration, les sujets de droits des femmes. Et en fait, ce qui m'a... surpris et agréablement surpris, c'est de voir, de voir comme aux États-Unis, la société civile, malgré un contexte quand même d'inégalité extrêmement violente, d'inégalité écrasante dans ce pays qui est libéral, un pays néolibéral. Oui, où effectivement il y a moins d'aide publique et il y a moins il n'y a pas d'aide publique. Ouais. Il n'y avait même pas de régime à l'époque. Mais les inégalités, elles sont quand même surprenantes et choquantes dans des États... Donc c'est ce que vous avez essayé de mettre un petit peu en avant. Oui, bien sûr. Ce qui était un petit peu la naissance un petit peu de votre... c'est vrai de votre philosophie politique, en fait. Alors, j'étais déjà sensibilisée à gauche, mais c'est vrai que quand on va dans un pays comme les États-Unis, dans les 2 États où j'ai pu vivre, en Floride et aux États-Unis, vous avez peut-être pris quand même les États qui sont quand même les plus... Alors, New York, c'est un État démocrate, où d'ailleurs, c'est un État pionnier, un peu laboratoire de la gauche du Parti démocrate. Mais c'est la capitale économique. Voilà. Et ce qui est très surprenant, c'est aussi bien dans une ville comme New York ou dans une ville comme Miami, qui sont des villes assez riches, d'un quartier à l'autre, on peut passer de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Et par exemple, Palm Beach, qui est la ville où Donald Trump a élu c'est la ville de son Mar-a-Lago, de sa résidence secondaire. En fait, il suffit de faire une dizaine de kilomètres pour se retrouver dans un village où on est comme... aux Bahamas ou en Haïti, avec une très grande pauvreté, des personnes qui vivent dans des bidonvilles. Plus au sud de Miami, principalement. Où là, on retrouve plus la pariole. Au sud de Miami aussi. Au sud de Miami, mais les Cubains, les Jamaïcains, enfin en tout cas la culture un peu... Ou même à New York, quand on est proche de l'aéroport, vers Kennedy Airport ou autre, on a effectivement une... Mais là, c'est surtout une question de violence, de la pauvreté. Et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Mais c'est de voir aussi, de voir comme la société civile était mobilisée, comme il y avait des mouvements, des organisations qui combattaient toutes ces inégalités et qui se faisaient entendre. Enfin, de voir le pouvoir des collectifs dans un pays comme les États-Unis, ce qu'elles pouvaient accomplir. Oui. Et alors, en même temps, vous étiez, par la suite, après, effectivement, la partie presse, vous êtes devenu responsable presse et communication au Consulat général de France à New York. Et là, vous étiez référente égalité homme-femme. Exactement. Alors, justement... Ou femme-homme. Je ne sais pas si je vais peut-être me faire allumer en ayant commencé par le terme homme, je ne sais pas. Nous, on décide de faire par ordre alphabétique pour éviter justement ce type une inégalité de traitement. Et donc, on dit femme-homme. Mais bon, je vous inquiétez pas, j'ai vu pire que dire homme-femme au lieu de femme-homme. Alors, pour arriver sur mon expérience au consulat, ce qui a été particulièrement intéressant... j'avais pas pour objectif ni pour ambition de passer les concours du Quai d'Orsay et de devenir une diplomate, mais en revanche, pouvoir être comme une petite souris dans un poste extrêmement influent, puisque le Consulat général de France à New York
c'est pas une ambassade, l'ambassade est à Washington, mais il y a quand même une vie politique, des relations politiques très fortes. Et voilà, c'est un poste très influent. Et en tant que responsable du service presse, communication, j'étais aussi en lien avec la société civile, responsable des mouvements de la société civile. Donc j'ai pu, comme une petite souris, me faufiler et voir en action les diplomates, voir comment en fait se déroulait le soft power et le pouvoir du soft power, le pouvoir de, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, puisque la France et les États-Unis ne sont pas positionnés à égalité sur tous les sujets, de voir... On le voit. Oui, voilà, on le voit. Et encore, quand je suis arrivée au consulat, il y a eu l'élection de Donald Trump tout de suite après. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant de voir le pouvoir, j'ai envie de dire, du soft power, le pouvoir du dialogue, toujours maintenir le dialogue plutôt que la coercition. Toujours essayer de séduire ses adversaires, de leur montrer le rayonnement de la France et d'arriver à les convaincre par ça. Plutôt que par la menace. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir comme boussole dans les relations internationales. Alors justement, est-ce que c'est ces expériences à la fois personnelles, professionnelles, qui vous ont aidé en fait à forger vos convictions actuelles ? Ça a alimenté, on va dire, mes convictions actuelles. Mais si vous voulez, depuis que je suis petite, en fait, mon père était réfugié politique. Il a fui le franquisme après avoir été emprisonné pendant 9 mois dans une prison franquiste. Donc ça vous a forgé oui, en fait, j'ai été, si vous voulez, biberonnée on va dire, à l'antifascisme, à l'antifranquisme. C'est quand même quelque chose qui a marqué mon histoire familiale. Oui, comme beaucoup de gens en Espagne qui ont comme beaucoup de franco-espagnols, tout à fait. Le fleuve et qui se sont retrouvés exactement, qui ont traversé les Pyrénées et qui se sont beaucoup dans le sud-ouest de la France notamment, mais voilà, effectivement. Mais à Paris aussi, et on a eu une forte vague d'immigration de personnes qui fuyaient l'Espagne à cette époque. Exactement. Mais comme on a eu pour le Portugal de la même manière avec Salazar. Tout à fait. Alors après, en Espagne, il y a eu plusieurs générations d'immigration. Il y a eu la génération pendant la guerre civile, ce qu'on appelle la retirada. Et ça, c'est mon arrière-grand-père qui lui aussi... Enfin, voilà, décidément, vous êtes dans une famille... Toutes les générations... vous étiez marqués. Exactement. Mais ce qui est intéressant dans les... Mais vous auriez pu être opposé parce que il arrive fréquemment aussi que des enfants ne suivent pas ou ne reprennent pas les idées parentales, le flambeau et partent souvent dans un sens. J'ai envie de dire, je connais plus d'histoires d'enfants qui ont des parents de droite et qui deviennent de gauche que l'inverse. C'est vrai, mais alors si je tiens ce raisonnement-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de personnes de gauche que de personnes de droite. Mais c'est pas le cas. Ça, après, c'est un autre débat, mais dans tous les cas, il se trouve que non, moi, c'est vrai que... La politique a occupé une très grande place au sein de ma famille, dans mon histoire, et le débat politique, même si je pense que ce qui caractérise ma famille et ce qui me passionne aussi, c'est le fait de débattre, même si tout le monde était de gauche, on va dire, dans ma famille, on pouvait très bien se débrouiller pour être d'accord sur rien dès qu'on lançait un débat. Mais la gauche, c'est très vaste. Voilà, c'est ça. Comme la droite. On peut avoir un esprit plus libéral, un esprit plus... voilà, et là, vous vous présentez pour devenir député. Vous êtes la candidate investie LFI, donc France Insoumise, et vous êtes donc aujourd'hui, je le rappelle, soutenue par les écologies, par le mouvement Écologie Les Verts. Donc, je pense avoir compris ce qui vous a poussé un peu à franchir le pas de l'engagement politique, mais c'est arrivé quand véritablement le fait d'aller vers LFI? Oui, bien sûr. Parce que vous auriez pu aller vers le Parti Socialiste ou d'autres... Je ne mettais pas réellement... l'engagement, c'est un bien grand mot. Oui. L'engagement politique, c'est aussi s'engager auprès d'associations, de mouvements. Oui, mais comment vous vous êtes rapproché alors que vous étiez en plus en Espagne? Effectivement. Je me suis... En fait, donc, j'avais toujours voté à gauche, pour une gauche de rupture, on va dire. Mais il se trouve qu'à l'élection présidentielle et législative de 2022, on a été...
très près du second tour, il y a eu cet immense espoir de la NUPES qui a été créé. Et là, vous étiez donc déjà, alors ça veut dire que... Non. Non. Alors, j'étais une simple électrice. J'avais uniquement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, D'accord, mais vous avez toujours soutenu finalement les idées de la France Insoumise ou avant, non, vous Oui, étiez avant la France plus... Insoumise, c'était le Front de gauche. Mais Ouais, oui, mais dans le disons Front de que... gauche, il y avait le Parti communiste, il y avait le Parti Oui, socialiste. alors après, j'ai jamais été... Il y avait pas mal de différentes représentations. Bien sûr. Puis il y avait aussi, bon, ceux qui étaient plus Poutou ou autres, Oui, donc oui. qui étaient plus marqués. Disons que j'ai toujours eu comme boussole soutenir un parti de gauche de rupture qui ait le plus de chances de gagner l'élection. Donc pour vous, c'était... Avant de m'engager auprès de la France Insoumise, pour moi, Donc c'est une évolution lente en fait, mais naturelle. ma boussole, c'était Ouais. soutenir un parti de gauche de rupture qui est quand même qui défende des idées qui soient une gauche de gouvernement, D'accord. enfin un parti qui ait la prétention de gouverner, Bien enfin sûr. qui ait l'ambition, le souhait de gouverner, qui soit pas juste un parti d'opposition, et un parti qui en même temps propose voilà des idées qui viennent rompre avec ce qu'on nous a proposé. Jusqu'à présent avec ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie. Et donc, effectivement, naturellement, bah oui, depuis que j'ai voté, ça a toujours été pour... alors, en 2000, j'essaye de me souvenir, avant 2012, parce qu'il s'est présenté pour la première fois en 2012. Bon, je me souviens plus pour qui j'avais voté avant 2012, mais on va dire qu'à partir du moment où il s'est présenté... Même pour Hollande et avant... Oui, bah, oui, les années Mitterrand, en fait, vous êtes un baby... oui, voilà. Mitterrand, je suis née après son élection. Mais, non, mais c'est pour ça que je dis baby, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas voté, évidemment, compte tenu, je pense, de votre âge, mais quelque part, ça aurait été... Enfin, si vous aviez eu la possibilité, vous auriez soutenu, en fait... Oui, bien sûr. Mais après, comme beaucoup, j'ai été ravie quand François Hollande a été élu, parce que moi, la première fois que j'ai voté, il y avait le second tour, j'ai voté pour Jacques Chirac, dans le cadre d'un second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est-à-dire que là, c'était l'union sacrée de toutes le barrage républicain, le fameux barrage républicain. Et donc, après toutes ces années de la droite, les années Sarkozy... Ça ne vous a pas fait trop mal au cœur de mettre le nom de Jacques Chirac Si, bien sûr. Et puis surtout, quand on a 18 ans... Quand on a 18 ans, c'est la première fois qu'on vote de sa vie... Première fois que vous votez pour Chirac, quand même. Voilà, donc finalement, vous n'avez pas toujours été... Non, je plaisante. Et que voilà, c'est la première fois qu'on vote de sa vie, qu'on est plein d'espoir. Voter pour la droite, c'est pas très réjouissant. Ça donne pas très envie de... Pour votre... voilà, mais bon... Pour votre sensibilité. Hein. Voilà, dans tous les cas, je l'ai fait. Et c'est vrai que l'élection de François Hollande a constitué un espoir, mais qui a très vite été déçu par... la loi El Khomri, la loi travail, par la déchéance de nationalité. Donc, enfin voilà, je ne vais pas énumérer toutes les exceptions, mais c'est vrai que du coup, je me suis plutôt tournée... La loi El Khomri qui se tournait plus vers... qui favorisait plus le patronat, on va dire. Exactement, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers une gauche de rupture. Et pour revenir à 2022, en fait, après les élections législatives, où j'avais... soutenu activement la candidature de Renaud Lebert, qui aujourd'hui il est à Place Publique, mais était le candidat de la NUPES sur notre circonscription, avec l'étiquette des écologistes. Eh bien, j'ai eu envie de rejoindre le groupe d'action de la France Insoumise de la 5e circonscription. Donc, j'ai écrit sur le groupe sur Facebook en disant... Bonjour, voilà qui je suis. Et... Voilà, exactement. Et mais sans aucune ambition, sans pas même... du tout. Voilà, j'avais envie de participer. J'avais envie de participer. J'avais envie ne m'oubliez pas. De retrouver des amis, de faire connaissance des militants locaux. Et c'est vrai que très vite, j'ai été nommée référente. Mais en fait, avant... Référente de quoi sur la région? Co-référente sur le Pays Basque ou sur l'ensemble de l'Espagne? Sur l'ensemble de la circonscription. Je suis donc la co-référente de la France Insoumise. Ça veut dire donc de Monaco jusqu'au Portugal? Exactement, tout à fait. Et en fait... c'est pas quand on est co-référent d'un mouvement ou d'un parti au sein d'une circonscription, on n'est pas juste là en temps d'élection. Pourquoi on n'a pas entendu parler de vous en 2024 ? En 2024, on a fait... Mais vous n'étiez pas candidate ? Non, j'étais pas candidate, c'était un autre candidat qui s'appelle Maxime Da Silva. Mais on vous a pas... On n'a pas... j'ai participé activement à sa campagne. Oui, mais en tout cas, moi qui ai organisé des débats avec l'ensemble des candidats en 2024,
votre nom n'est pas ressorti une seule fois, en tout cas pour qu'on puisse... Non, mais j'ai soutenu et j'ai participé mais vous activement à auriez sa pu... campagne. J'étais pas forcément Pourquoi... dans la lumière, mais j'ai D'accord. participé à des réunions Mais publiques. pourquoi à cette époque-là, vous n'êtes pas engagé alors qu'aujourd'hui, vous vous engagez? Alors, j'étais déjà engagée, mais Oui, vous savez, mais... s'engager, c'est pas seulement être candidate. Ah, Être candidate, c'est une décision lourde de mais alors, elle s'est passée responsabilité comment, alors, justement, qu'on cette décide de ouais. prendre. Mais juste pour revenir sur alors, juste avant de revenir sur 2024, vous dire que donc, à partir du moment où je me suis engagée, quand on s'engage au sein d'un groupe, d'un mouvement ou d'un parti, on n'est pas juste là pour faire des élections, on est là aussi pour animer, Ouais, organiser des participer. Mais actions, ça, des c'est ce que tout le événements, monde... des Ouais. mobilisations. Et j'ai d'ailleurs très vite fait la connaissance d'un mouvement citoyen qui s'appelle Agissons ensemble, qui est une coalition de différentes sensibilités de gauche. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans notre circonscription, c'est qu'en fait, même avant la NUPES, je me suis aperçue qu'il y avait déjà un dialogue, une coopération entre les différents partis de gauche. Il y a eu des listes communes aux élections consulaires. Donc voilà, tout ça... Oui, mais pourquoi vous, en 2024, alors que vous habitez en Espagne, donc vous êtes légitime de vivre sur le territoire, pourquoi LFI, et donc en fait le Front... ne m'a pas investi, c'est ça Pourquoi votre le question? nouveau Front populaire, parce qu'en fait c'était le lancement Oui. du nouveau Front populaire, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas investi alors que vous étiez légitime, vous participiez activement à la vie locale, Oui. et qu'on nomme une personne qui habite Rouen Alors, et donc qui déjà, débarque ici sans... déjà, Alors, je à n'ai... part le fait qu'elle avait des origines, Oui, oui. mais en dehors de ça, Alors, donc, nada. Hein. il y a plusieurs raisons. Déjà, je n'ai pas été investie parce que je n'ai pas souhaité, enfin, je n'ai pas D'accord. cherché à Mais être je vous investie, pose parce que juste pour des raisons personnelles et ouais. familiales, la dissolution a été quand même... C'est rapide. s'est produit dans une très grande précipitation. Bien sûr. Au niveau de mon agenda familial et professionnel, Ça c'était n'allait pas. impossible Ouais, ok. de consacrer les 3 prochaines semaines... mais pour ou les 3 deux, semaines, on peut se retrouver voilà, vite. les 3 prochaines semaines à faire campagne, à sillonner la circonscription. Donc pour moi, c'était pas envisageable et psychologiquement, je ne me sentais pas prête. Donc voilà, 1 an a passé, j'ai pu... Mûrement réfléchi. Exactement, j'ai pu réfléchir à cette question et voilà. Et alors après, là, c'est votre première campagne politique, en fait. et là, c'est ma première campagne en tant que candidate. Et alors, premières impressions? Bah écoutez, il y a des hauts et des bas. Je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours. Il y a des négociations, on y reviendra plus tard, qui sont pas toujours très agréables. Mais ce qui me porte... on peut en parler. Hein, on peut en parler Oui, on va en parler, mais juste avant, dire quand même le côté positif. Ouais. Parce que même s'il peut y avoir parfois des moments de doute, d'incertitude... C'est n'importe quel candidat a toujours les aléas, voilà, Bien tout à sûr. fait. Mais en tout cas, moi, ce qui me Si porte... on a que des certitudes. Exactement. Et Quand pour moi, on le se plante, doute... Et quand on se plante, la claque, alors là, elle est monumentale. Tout à fait. Et pour moi, le doute, c'est un moteur dans ma vie. Ne pas douter, c'est ne pas accepter le changement, la critique, l'évolution. Et je pense que tout le monde évolue. Et D'accord. donc voilà. Vous êtes ouverte à la critique. Tout à fait. Et je suis ouverte à la critique, au dialogue, comme je le disais. D'accord. Une femme de dialogue. Exactement. Mais en tout cas, pour revenir à ce qui me porte, c'est déjà le fait qu'on soit un collectif, une équipe de campagne extrêmement soudée, extrêmement unie. Une équipe qui grossit chaque jour parce qu'on a des nouvelles personnes volontaires qui nous rejoignent et aussi le fait d'échanger tous les jours avec des personnes de la circonscription, que ce soit au téléphone, sur WhatsApp, par Zoom ou en présentiel. J'aurai ma première réunion de campagne. Quand l'émission sera diffusée, elle aura déjà eu lieu. En tout cas, j'ai eu mes premières réunions de campagne à Bilbao et à Barcelone cette semaine. Et alors, ça s'est passé comment? Ça, je pourrais pas... Allez, dites-le moi quand même. Encore en parler, mais... Non, mais ça s'est bien passé? Non, mais là, en fait, c'est cette semaine. C'est pour ça que je vous ai Donc, au niveau de la diffusion. Ah, d'accord, vous n'avez pas encore fait de réunion publique. C'est ça, c'est comme l'émission va être diffusée. Et je sais que d'ailleurs, vous devez participer le 10 septembre. J'ai cru voir que vous serez présente, je crois, à Barcelone. Non, à Madrid. Ou à Madrid, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, parce que le 3, il y a Bilbao, et le 5 à Barcelone, mais en fonction de la date de diffusion. Voilà, mais bon, pour revenir à ce qui Oui, on le rappelle que cette émission est enregistrée. Et donc forcément, parce que les gens doivent le savoir, que quand on enregistre une émission, il faut faire le montage ensuite. Donc ça prend quelques temps. Exactement. Pour que les équipes, et puis pour pouvoir restituer le meilleur. Et puis pouvoir mais en tout cas, aussi bien les réunions publiques, les discussions que je peux avoir, que ce soit en distanciel ou en présentiel, avec des personnes de la circonscription,
qui me racontent leurs Donc là, vous problématiques, sentez bien. qui me racontent leurs problématiques et qui nous rejoignent pour certaines personnes, qui nous rejoignent, Qui qui n'était rejoignent pas... le groupe WhatsApp alors qu'ils ne nous connaissaient absolument pas, qui disent bah moi cette fois-ci j'ai eu encore la semaine dernière une personne au téléphone de Barcelone qui n'avait jamais voté de sa vie. Quand il a commencé à dialoguer avec mes équipes, s'est dit que c'était intéressant, il était temps de voter, que ce qui se passait au niveau international, enfin le contexte était extrêmement grave et qu'il avait envie de soutenir une candidature de rupture. Voilà, quand on a des personnes qu'on arrive à amener vers la politique, qu'on arrive à sensibiliser, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus réjouissant, en fait. Qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde s'empare du fait politique, à tout le monde s'empare, à ce que, en fait, la politique, c'est censé être quelque chose de collectif, un engagement pour le bien commun, pour l'intérêt commun. Et c'est vrai que s'il y a que quelques personnes qui s'engagent... Mais alors, votre désir de rupture, il est plus incarné justement par vous, LFI, que par les autres formations politiques qui représentent l'ensemble du Front populaire. On le voit un petit peu, on voit aujourd'hui comment certains états-majors à Paris s'expriment. Bon, on va parler évidemment du PS, parce que c'est l'actualité aussi pour vous, c'est une actualité forte. On entend des rumeurs, on entend des bruits, hein, il y a des noms qui circulent. Est-ce que le PS va soutenir une autre candidature que vous dans la circonscription? Est-ce que ça va faire une division à gauche? Première question. Ma première question, ma réponse, je pense qu'il faudra quand même poser la question au Parti socialiste parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je parle avec des journalistes, alors moi je ne suis pas en liaison avec Olivier Faure ni le parti au niveau national. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau local, comme j'expliquais, on a un mouvement citoyen où on a des dialogues qui sont parfois d'ailleurs animés, hein, qui peuvent être, comme on le disait encore hier, comme un dîner de famille. Justement, le dîner de famille, vous l'aviez l'année dernière. Oui, le dîner de famille, on l'avait l'année dernière. Vous avez tous vos WhatsApp et vous avez tous vos bien sûr, les différents représentants du Parti socialiste ont fait campagne l'année dernière pour le nouveau Front populaire et c'était alors, la ligne extrêmement positif. Je ne le sais pas, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis, depuis que j'ai rejoint ce groupe d'action engagé dans ce mouvement citoyen de coalition de la gauche, on a des dialogues qui sont réguliers et nous, on souhaite, en fait, ce que je souhaite défendre, c'est le programme du nouveau Front populaire qui a été défendu qui a été défendu par tous les partis politiques qui ont signé l'accord de 2024. Donc vous repartez sur le... Et je me revendique comme la candidate du nouveau Front populaire parce que dans le cadre... Comment vous êtes perçue, alors justement, parce que vous êtes aujourd'hui la candidate investie, donc on le rappelle avec le soutien de Écologie, du groupe écologique Les Verts, que vous représentez les filles. Comment vous êtes perçue par toutes les autres personnes en fait qui faisaient partie qui font partie. Alors sur le soutien écologique des Verts, il faudra quand même leur poser. Ils l'ont exprimé. Ils ont exprimé qu'ils soutenaient une candidature unique, etc. Et que eux, après, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une seule candidature. Ils ont écrit. Parfaitement raison. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais dans tous les cas, alors je sais plus lire. Comment non, mais dans tous les cas, ce qui est comment c'est perçu, en fait, dès qu'il y a eu l'annulation de l'élection de l'ancien député Stéphane Vogetta est tombée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis tout naturellement avec les différentes formations de gauche pour réfléchir à ce qu'on devait faire, à ce qu'on pouvait faire, sachant qu'on savait que le temps était compté, même si on n'avait pas encore les dates des élections, mais ça arrivait en plus en plein été. Des gens étaient en vacances. Vous avez un micro là devant vous. Vous leur dites quoi, justement moi, je leur dis... Alors, ou aux électeurs du PS, ou aux têtes dirigeantes ou aux têtes pensantes du PS. Moi, ce que je vais dire, je vais surtout parler aux gens. Ne venez pas, enfin, je sais pas. Moi, je vais surtout parler aux gens. Je vais parler aux gens qui défendent, qui ont cru, qui ont eu de l'espoir dans le programme du nouveau Front populaire et dans le cadre de ces accords. Ces accords, en fait, ils ont constitué un énorme espoir parce qu'ils ont permis, en fait, à... c'était pas des accords qui représentaient une étiquette politique, qui représentaient un parti, c'était des accords qui représentaient un programme. Et ces accords, ils ont permis que des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par la politique se disaient « Ah bah tiens, là, pour une fois, la gauche, elle a été en capacité de discuter, elle a été en capacité de mettre en place un programme et... peut-être que les personnes de la gauche de rupture, de la circonscription de François Hollande, ils n'étaient pas ravis à l'idée de voter pour François Hollande, mais ils ont voté pour François Hollande.
Et peut-être que des personnes socialistes Donc vous dites que c'est grâce. Ouais. n'étaient pas ravis Ouais. de voter pour la France insoumise Oui, mais dans certaines circonscriptions, mais ils ont voté pour la France insoumise. Et donc moi, ce que je leur dis, ce que je dis à l'ensemble des partis politiques et des personnes qui sont sensibilisées par le programme du Nouveau Front populaire, c'est que pour qu'il puisse être mis en place, il a dû y avoir des accords qui ont été discutés, qui ont été négociés entre les différents d'accord, il partis. y avait des accords, ça on l'a bien compris. Oui, Mais est-ce que vous ne pensez pas ensuite que les gens, regardant effectivement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quand il y a eu un certain nombre de prises de position qui ont été faites par les élus et les filles, ou par Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres personnes, ou certains députés d'ailleurs qui ont fait parler d'eux, oui. pas forcément en tout cas, euh, la presse en a fait l'écho. Certains se sont retrouvés d'ailleurs un petit peu mis sur le banc. Oui, bon, Euh, après, il y a aussi des est-ce que députés. vous pensez pas, est-ce que vous, oui, mais Il y a c'est quand même, ils ont des- quand même marqué à un certain moment. ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que entre les bonnes idées qui étaient celles de 2024 avant l'élection, puis aujourd'hui, ce qu'on a pu voir à un moment ou à un autre, a peut-être un peu réfréné certaines, Alors, parce que de se dire, ils vont un peu loin. je vais finir juste sur Ouais, cette bien histoire sûr. d'accord et ensuite je répondrai à votre question sur le ils vont un peu loin. Donc pour vous dire qu'en tout cas, cette circonscription, elle a été fléchée il y a tout juste un an. Donc c'est pas en 1945 qu'elle a été fléchée à la France insoumise. Elle a été fléchée pour la France insoumise il y a tout juste un an. Mhm. Donc si on respecte ces accords, si on continue Oui, à parce que croire... vous avez clairement dit que vous ne mettrez pas des candidats dans des circonscriptions qui sont, elles, Ah affectées. bien sûr, En fait, c'est ce que ça veut dire. la Ça France veut dire que, insoumise, en toute cohérence, a publié un communiqué disant que vous ne mettrez disant pas de que candidats chez les socialistes parce qu'elle est cohérente avec le respect parce des que vous accords, respectez vos accords. Ok, voilà, on on est, signe des on est accords, on d'accord. les Mais respecte. moi, j'aimerais bien vous entendre par rapport justement à la Mais question. attendez, Ouais, si vous pouvez juste me laisser terminer. bien Donc, sûr. la France insoumise a signé des accords, tout comme le Parti socialiste, tout comme les écologistes. Et la France insoumise s'est engagée Mhm. clairement, a publié un communiqué s'engageant à ne pas présenter de candidature dans les deux circonscriptions qui reviennent au Parti socialiste. Donc nous, c'est pour ça en fait que notre revendication, c'est que en fait, c'est aussi simple que ça, que le Parti socialiste respecte Oui, ces engagements. ses Tout engagements, ça, on l'a bien respecte compris. les accords. Alors ensuite, est-ce que, je ne sais pas, moi, si j'avais été l'auteur d'outrance, si j'avais... Est-ce que vous comprenez que les gens puissent avoir une si certaine... moi, en fait, ma personne avait été problématique, j'aurais pu éventuellement entendre, mais est-ce que ma personne est problématique? Non, ma personne n'est pas problématique puisque je travaille main dans la main avec les élus et les représentants du Parti socialiste au sein de la circonscription qui me connaissent très bien. Donc en fait, donc ils vous dites savent vous que êtes je une femme suis une d'ouverture. personne... Bah, je suis une femme d'ouverture. Je D'accord. suis, même si je défends le programme et et je l'assume totalement de la France insoumise. Pour moi, Ça l'union... veut dire que vous reprendrez des idées qui peuvent être celles de... Oui, parce que bah, vous considérez que finalement, elle rentre oui, tout à fait, oui. dans le NFP, d'accord. J'ai aucun problème, Ok. j'assume totalement Tout- ce que défend la France insoumise. Alors tout, ensuite, je suis pas un robot, Ouais, ouais. je peux avoir mes désaccords avec, Et vous serez capable avec de les montrer. certaines... Et vous serez capable, s'il y avait des accords, alors on va plus loin, c'est une des questions d'ailleurs que je voulais vous poser, c'est demain, bon, on sait que quand une formation politique, un parti, et en l'occurrence donc LFI demande un vote, si demain vous êtes élu député, et que ce vote est contraire, ou que vous puissiez le considérer comme contraire aux intérêts des Français de l'étranger, donc en fait de votre circonscription. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Bah, Martha écoutez, Pessignard? je l'ignore parce que je vous avoue que Ah, mais pour moi, je l'ignore l'instant... pas, moi, je voudrais vous poser la question. non, non, mais c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas vu de propositions pour lesquelles ça m'aurait posé un problème moral de Alors, je voter. vous repose une question. Alors, on va, vous la je connaissez, termine la... juste. Je Ah, termine juste. J'ai pas vu de proposition pour laquelle j'aurais été en désaccord total et j'aurais dû voter en me bouchant le nez sur cette proposition. Donc, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. Moi, En j'en ai revanche, je sais que vous en avez un et vous allez me le donner. Mais je termine juste. En revanche, pouvoir discuter en interne de désaccords stratégiques, ça, je le fais déjà. alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous abstiendrez dans ce cas-là de participer au vote si vous considérez que ce vote est contraire aux intérêts Bah, peut-être. de votre... Non, mais
Vous êtes élu d'une circonscription. Oui, On fait partie de ce que l'on appelle les Français de l'étranger, oui. les FDE, comme on nous Mais alors, appelle. dites-moi, alors donnez-moi votre exemple concret Non, pour mais qu'on... je vais Oui, le donner. Vous savez pertinemment que bien souvent, mais... l'ensemble des députés, les 577 Mhm, députés, il n'y a que euh, 12 députés qui sont français de l'étranger. Tout le reste sont mhm, les députés français, en tout cas qui représentent la métropole oui. ou les outre-mer. Euh, donc les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Et il arrive que de temps en temps, certaines expressions, alors on va parler évidemment sur l'aspect fiscal, par Oui, exemple. mais pour moi, les intérêts sont les mêmes, en fait. Ok, Je mais ne vous rejoins pas là-dessus. Pour moi, je vois pas la mais non, différence sur la entre fiscalité, les intérêts... sur la On fiscalité, y arrive, on y arrive. c'est juste, voilà, vous Alors, m'avez demandé sur un la exemple, fiscalité, voilà. l'impôt universel, c'est ça, Eh ben elle est là votre question. je n'ai même plus besoin de vous la Bah, poser. je me doute un petit peu que c'est ça votre question. Alors moi, je tiens à dire d'abord que je vois pas en quoi les intérêts des Français de l'étranger seraient différents des Français de l'Hexagone. Je pense que la défense des services publics de proximité, la défense des budgets pour les aides sociales, pour les aides à l'éducation Donc, de donc l'AEFE. ils doivent être taxés. Non, attendez. J'arrive ensuite Ok, sur la fiscalité. Mais en tout cas, ça Ouais. concerne la défense des services Mhm. publics, la défense de l'enseignement Ouais. à l'étranger, de l'AEFE, de l'Agence D'accord. pour l'enseignement des Français à l'étranger. Ça concerne les Français de l'étranger et ça correspond totalement à la ligne du programme du NFP. On arrive sur la fiscalité. Alors, la fiscalité universelle. J'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez qui est la première personnalité politique à avoir soulevé l'idée Ouais, d'une fiscalité? Je crois savoir, mais je préfère vous laisser la réponse. C'est Nicolas Sarkozy, en 2012. Et avant lui, Dominique Strauss-Kahn. Alors, est-ce que Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy sont des bolcheviks qui pensaient, qui avaient pour objectif de mettre en place la dictature du prolétariat? Est-ce que Nicolas Sarkozy avait l'objectif de mettre en place la dictature du prolétariat en France? Je ne le crois pas. Et honnêtement, je combats les idées de Nicolas Sarkozy. C'est un sujet très complexe et j'aimerais que vous me laissiez... Je vous laisse le développer. vous me laissiez le développer parce qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits sur ce sujet et je pense qu'il faut faire de la pédagogie pour expliquer quelle est l'idée de cet impôt, les limites qu'il peut avoir. C'est pour ça que d'ailleurs que LFI est revenu et a décidé de remplacer l'impôt universel par l'impôt universel ciblé. Mais avant, je voudrais juste expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que cet impôt universel. Cet impôt universel, le modèle de l'impôt universel, il vient d'un pays dans lequel j'ai résidé pendant 10 ans, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, c'est un impôt qu'on appelle un impôt patriote, qui est d'ailleurs assez bien perçu au sein de la société. Oui, on est tous quel que soit votre lieu de résidence, vous êtes fiscalisé naturellement aux États-Unis. Exactement. En fait, lorsqu'on est Et ça a toujours américain, été. on peut habiter en Thaïlande, Et n'importe où. au Portugal, en France ou en Afrique du Sud. On devra payer les impôts aux États-Unis parce que ça représente la contribution, l'apport. Ouais, avec les avantages et les inconvénients, parce qu'en fonction des pays dans lesquels les gens résidaient, s'il n'y avait Voilà. pas d'accord Alors, entre donc, les deux pays, les personnes se retrouvaient à la fois fiscalisées s'ils avaient des revenus dans le pays de résidence et à la fois fiscalisées alors, aux États-Unis. pour Donc vous avez que un les gens comprennent, double impôt. la double imposition, c'est pas une double imposition. C'est-à-dire qu'on va payer les impôts dans son pays de résidence Oui. et ensuite, s'il reste une différence à payer, Le différentiel. puisque le pays de résidence est moins taxé que les États-Unis, là je parle de l'exemple des États-Unis, on va payer le supplément. Pour vous donner un exemple très concret, un Américain qui vit en France ou en Espagne ne va pas avoir besoin de payer un supplément aux États-Unis. À l'IRS, ils ne payent pas. Non, ils sont suffisamment taxés en France et en Espagne. Donc ça, c'est cette idée qui permet en fait de lutter contre l'évasion fiscale. Pour les Américains, c'est très difficile d'être un évadé fiscal. Il y a quelques années, c'était très théorique, mais là, il y a de plus en plus, en fait, le gouvernement américain, l'IRS, donc le fisc américain, fait pression sur les banques pour que les banques donnent des informations et ça permet de lutter contre l'évasion fiscale. Et donc, l'évasion fiscale, en fait, c'est le récupérer de l'argent, la dette en France. Si on lutte contre l'évasion fiscale, ça permet de récupérer de l'argent à l'État et ça permet, de le rétribuer justement dans les hôpitaux publics, dans l'éducation. Enfin, il faut que les gens y comprennent que l'évasion fiscale, ça a un effet sur la dette. Donc,
C'est pour ça qu'aux États-Unis, cet impôt est considéré comme un impôt patriote. C'est une rétribution. Donc aujourd'hui, parce qu'on a Ok. bénéficié on a bénéficié des infrastructures, des hôpitaux, d'une mais éducation dans la première puissance mondiale. Je parle de l'exemple des États-Unis. C'est Non, pour mais ça. on a très bien compris aux États-Unis et ça a toujours existé. Alors, Mais vous, on n'est pas dans la même manière de le mettre en place. ok. Et d'autant plus que vous le limitez sur un J'y- certain nombre d'années. Donc je vous laisse la parole. Donc j'y arrive. J'arrive à le principe de l'impôt Oui, parce de que l'impôt je pense que universel. beaucoup de Français de l'étranger sont concernés Alors, il se et trouve aimeraient que avoir justement des oui, réponses bien sûr. sur Alors, ce que vous avez exprimé. il se trouve qu'il y a une mission parlementaire qui a été menée par deux parlementaires, un de la majorité et Éric Coquerel, Éric Coquerel, de LFI, qui est d'ailleurs votre représentant et qui est d'ailleurs le président, je crois, de la Commission des Finances. Tout à fait. Et donc, ils se sont rendus compte, en étudiant, en se penchant plus précisément sur le sujet, que c'était complexe à appliquer. Parce que obtenir des informations bancaires, faire pression sur les banques, quand on est les États-Unis, c'est pas pareil que quand on est la France. Est d'accord. Donc que ça, et surtout sur les accords bilatéraux, là on rentre vraiment dans le détail, mais sur les accords bilatéraux, renégocier les accords bilatéraux avec 150 pays, c'est assez compliqué. Sauf que du coup, ce qui a été proposé, c'est cet impôt universel ciblé. L'impôt universel ciblé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, on va taxer déjà seulement les très hauts revenus. Donc, c'est pas toutes les personnes qui vont devoir être soumises à cet impôt universel. C'est seulement les très hauts revenus. Deuxièmement, c'est seulement dans les pays qui ont une fiscalité très avantageuse. Donc, clairement, l'Espagne n'est pas concernée. Le Portugal, je ne pense pas que le Portugal soit concerné. Le RNH, à l'époque... en tout cas, il n'y a pas une liste de pays qui a été établie. Mais donc, mais il y a des pays d'Europe qui sont cités ? Je n'ai pas vu de liste de pays d'Europe cités. Parce que vous avez l'Italie aujourd'hui qui fait énormément parler d'elle pour devenir un pays très avantageux fiscalement parlant. Il se trouve que l'Italie a par exemple mis en place cet impôt universel ciblé. L'Italie et l'Allemagne ont déjà, on en parle un petit peu moins, mais l'Italie et l'Allemagne ont déjà mis en place cet impôt universel ciblé. Donc vous voyez que ce n'est pas une mesure qui est mise en place uniquement par... Est-ce que c'est complètement constitutionnel ? Ça veut dire que vous marquez en fait une différence entre... vous marquez qui est très riche. Bon, on me dirait, on connaissait déjà par rapport à l'impôt qui existait à l'ISF ou en tout cas à l'IFI qui a continué. Mais là, c'est encore plus marqué en disant l'argent, on va vous récompenser, on va vous taxer davantage. Non, c'est le fait de taxer, de faire payer des impôts en fonction de son salaire. Enfin, c'est le principe d'un impôt juste et c'est ça qu'on défend. Et donc voilà, ça ne concerne cet impôt universel ciblé, pour terminer là-dessus, il concerne une minorité de personnes, des personnes qui ont des très hauts revenus et des personnes qui sont dans des pays très hauts revenus avec... alors, les très hauts revenus, je me souviens plus de la somme exacte. Il me semble que c'était à partir de 200 000 euros par an. Et il fallait qu'il y ait en plus du salaire, du patrimoine, des dividendes. Enfin, voilà, c'est pas uniquement des très hauts salaires. Il faut aussi que les personnes aient du patrimoine. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que l'impôt universel ciblé, ça concerne une minorité de personnes dans une minorité de pays. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les personnes qui ont de la classe moyenne, des personnes qui ne sont pas particulièrement aisées, qui vivent en Espagne et je pense même au Portugal. Elles n'ont pas de raison de se soucier de cet impôt universel ciblé. Oui, à Monaco, oui. Bah oui, mais bon, après, c'est... À Andorre aussi. À Andorre aussi, mais moi, j'ai aucun problème à défendre des idées qui peuvent être... qui plaisent pas à tout le monde, qui peuvent être impopulaires pour une certaine minorité. Au moins, vous affirmez clairement votre... En fait, moi, je ne fais pas semblant de... je vais pas prétendre que je suis indépendante comme certains candidats alors qu'ils votent l'ensemble des projets de loi de leur famille politique. Moi, je suis indépendante, mais je défends des idées, même si elles peuvent ne pas plaire à tout le monde. Et en l'occurrence, je pense que c'est une minorité qui est peut-être plus entendue, mais les personnes qui seraient affectées par cet impôt représentent vraiment une minorité dans la circonscription. Marta Pessina, Pessigna, parce qu'il y a le fameux accent sur le N, donc si on veut bien le prononcer en français, parce que maintenant, aujourd'hui, la loi a changé, donc permet de le mettre en avant. Avant d'aborder ce sujet, on parlait d'avoir justement une union très large des différentes forces de gauche, différentes formations.
toutes ne soutiennent pas forcément cet aspect fiscal. En tout cas, je n'ai pas relevé que l'ensemble des formations de gauche soutenaient ce que vous, aujourd'hui... Alors, je n'ai pas le Comment, détail comment, comment vous allez de pouvoir comment vous qui allez a pouvoir le soutenu. gérer? Honnêtement, ça, c'est ma priorité et c'est pas ma spécialité non Ouais, plus. ouais. Je pense pas que je serai à la commission des finances, donc c'est pas. Justement, dans quelle commission Voilà, vous souhaiteriez... j'y arrive après, mais je sais que par exemple que Olivier Faure avait soutenu cet impôt ouais, il y a quelques années. Donc ouais, est-ce qu'il est revenu là-dessus ouais. ou pas par démagogie ou ça je n'en sais rien, mais dans tous les cas, cet impôt, comme je vous le dis, il avait été soulevé par Nicolas Sarkozy, par Dominique Strauss-Kahn, par Olivier Faure et par Jean-Luc Mélenchon. Donc des personnalités quand même de différentes couleurs politiques, ça veut bien dire qu'il y a peut-être une utilité. Pour clore le sujet et donc arriver sur la commission qui Il faut m'intéresserait juste le revoir plus. comment ils l'avaient développé à l'époque. Oui. Mais bon. Parce qu'on peut parler d'un sujet à un moment donné, mais qui soit développé d'une manière différente, parce qu'effectivement, on peut faire référence à ce qui se passe aux Bien États-Unis. sûr, mais et puis après le se fait dire, que ce bon, soit régulièrement, que ça revienne mais régulièrement bon, dans les débats, que mais différentes parties de différentes couleurs politiques soulèvent le sujet et se disent peut-être que c'est une manière de lutter contre l'évasion fiscale, ça veut bien dire que c'est pas non plus quelque chose de alors, complètement délirant. ok, ok. Bon, je posais juste la question. Et Ouais. après, vous avez des gens qui peuvent aussi vous dire, attendez, moi aujourd'hui j'habite à l'étranger, je vis à l'étranger, mes revenus sont à l'étranger, je ne profite pas forcément des services en France, je n'ai peut-être pas de résidence enfin secondaire, parce qu'en fait aujourd'hui un expatrié, une personne qui vit à l'étranger, s'il est propriétaire d'un bien immobilier, ne peut pas avoir en fait les avantages liés à la résidence principale. Oui. Bah, je dirais à cette personne qu'elle a grandi en France, qu'elle a bénéficié Donc elle doit remercier, voilà. des infrastructures, de l'éducation, de l'excellente éducation française, de l'hôpital public. Si cette personne, si les parents de cette personne ont été malades, ou si cette personne a été malade, elle a pu être soignée gratuitement parmi les meilleurs médecins au monde, et donc apporter une rétribution à un pays où il y a des services publics qui sont enviés dans le monde entier. Moi, ça me semble juste. Voilà. Donc on a entendu parler, on va revenir tout à l'heure, donc on va revenir. C'est très bien, j'ai bien noté votre réponse et je pense que l'ensemble des personnes qui nous écoutent vont pouvoir effectivement faire un jugement et être capable ensuite, on le verra par le vote, s'ils vous suivent ou ils ne vous suivent pas. Donc on a entendu qu'aujourd'hui, en gros, vous lanciez un peu un appel au Parti socialiste. C'est ce que vous tendez en tout cas à faire, c'est de leur dire, venez nous rejoindre, respectons la règle qui a été établie en 2024. Et donc en fait, aujourd'hui sur la circonscription, c'est ce qui avait été déterminé entre nous. C'est donc moi aujourd'hui qui représente, voilà, mais je saurais aussi faire preuve d'ouverture. Bien sûr. C'est un peu ça. Et alors place publique, parce qu'aujourd'hui on entend place publique, on entend qu'il y a un candidat oui, alors de je place sais pas publique. s'il On a rappelle été... que c'est donc en fait un candidat qui est apparenté, qui est de gauche en fait, Oui. c'est Guzman, donc on est sur une... Alors, de gauche, ça, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Je sais pas, moi, pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que défend Vous le cette connaissez personne parce que je ne le connais Ah, vous pas. le connaissez pas, d'accord. Il n'appartient pas à ce mouvement citoyen Agissons Ensemble. Il n'a jamais participé à nos actions communes qu'on mène. Et pourtant, j'échange les deux autres représentants de Place Publique, dont Renaud Lebert. Ce sont des personnes qu'on connaît, qu'on identifie, avec qui on a l'habitude d'échanger. On organise des événements qui vont de LFI à Place Publique. C'est pour vous dire que quand même, on est une coalition qui est dans le dialogue. Cette personne, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, donc je ne peux pas m'exprimer sans savoir s'il est candidat, s'il a investi, je posais juste la question. ce qu'il représente. Tout ce que je sais, c'est que il a fait son apparition. Il est sorti des bois. Il a fait son apparition à l'occasion de cette élection, mais faire de la politique, s'engager en politique, c'est pas seulement en période d'élection, c'est aussi être présent lorsqu'il y a des mobilisations, lorsqu'il faut dialoguer avec les citoyens, les citoyennes de la circonscription. Voilà, c'est juste un petit rappel, c'est que c'est important aussi d'être présent quand il n'y a pas d'élection. En tout cas, moi, je suis content parce que tous les candidats qu'on a pu recevoir sont tous et toutes, ou toutes et tous, de très haut niveau. Donc voilà, je vous en félicite les uns et les autres. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de matière et je trouve que justement, que ça devrait inspirer peut-être en France, justement d'avoir peut-être des personnes qui interviennent et qui effectivement ont la capacité de pouvoir défendre
leur cause. Voilà, auprès des électeurs. Merci. Alors, vous avez déclaré, alors c'est une autre question qui me vient, c'est comment concilier l'idée de rupture, parce que vous avez exprimé un certain nombre de propos qui supposent forcément de casser des codes avec celle de rassemblement qui demande du compromis. Vous avez parlé de rupture et de compromis, ou de rassemblement. Alors, moi, j'ai du mal à... Alors pour moi, c'est pas du tout antinomique. Ah, mais moi, c'est juste la question. Parce que, La rupture et le rassemblement, ça peut aller avec. Ce qui est comment la rupture, ça peut aller ensemble, pardon. La rupture, c'est rompre avec ce modèle néolibéral qui perdure d'année en année au fil des élections, avec des services publics qui sont toujours amoindris, des baisses de budget dans les différents ministères, avec un accroissement des inégalités, une augmentation sans précédent de la pauvreté. Au bout d'un moment, on voit que cette formule de la droite, globalement, qui a gouverné depuis les plus de 20 dernières années, si je ne dis pas de bêtises, même Non, parce qu'il y a avant. eu des interruptions. Bah, il y a eu l'interruption de François Hollande, mais elle est quand même de taille. Hein. Elle a duré 5 ans, et en plus, il n'a pas été dans 5 un ans, sens... ça peut être long. Hein. Il n'a pas été dans le sens de la rupture. Dans tous les cas, c'est proposer une alternative, dire que cette solution, cette sauce néolibérale qui date de Margaret Thatcher des années 80, elle est peut-être un petit peu... Donc, voyez la France autrement. Elle est peut-être un petit peu périmée, et il faut peut-être proposer une autre alternative. Vous est dans un rêvez contexte... d'une autre France. Je rêve d'une France où on puisse vraiment mettre en place... des mesures, des mesures qui soient considérables sur le réchauffement climatique, la transition écologique, qui est quand même l'enjeu qui concerne le monde entier. Et on n'est pas du tout, le gouvernement français n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et et je rêve d'une France qui puisse... vous savez, on arrive du coup sur quelles sont les mesures, la vision en tout cas que je souhaite porter. Justement, j'allais aborder sur le programme. Qu'est-ce que vous envisagez comme programme? Enfin, en tout cas, quels sont les grands thèmes que vous avez mis en avant pour la circonscription? Alors, vous proposez effectivement, on a parlé... Alors, là, on était sur les thèmes écologiques et autres, oui. mais ce sont des thèmes forts, mais qui sont plus... Alors, je vais arriver sur la circonscription juste après. Parce que là, on est plus européen. Mais au niveau national, je commence par le national et ensuite je vais sur la circonscription. Allez-y. Sur le national, donc, comme je le disais, il y a l'enjeu de la transition écologique. L'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique à travers le développement d'infrastructures vertes. On a quand même commencé. Oui, on a quand même commencé, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Beaucoup plus vite. Le subventionnement des transports publics. Vous avez vu que les États-Unis ont fait complètement marche arrière. En fait, oui, mais c'est pas du tout un exemple. Oui, ils sont sortis. N'existent plus. Bien sûr, c'est pas un bon exemple en fait, les États-Unis. Donc en tout cas, ils ont remis le plastique aussi. Voilà, mettre en place des mesures en faveur de la transition écologique, revoir complètement notre mode de production, puisque en fait la terre, c'est vraiment une banalité ce que je suis en train de dire. Oui, mais il n'y a que nous, Européens, qui nous mettons des contraintes. On est une puissance économique mondiale, et mais s'il y a un pays qui a quand même les capacités et qui, dans l'histoire, a eu l'occasion de donner le là et de montrer qu'on avait une voix forte, une voix indépendante, c'est bien la France. Et ça fait partie aussi de ce que je souhaite porter au niveau national. Il y avait donc, j'ai été sur la transition écologique. Il y a pour moi la défense absolue, la sanctuarisation des services publics, notamment de l'hôpital public, de l'éducation publique, la recherche. Honnêtement, on n'est pas du tout à la hauteur. On est en train de perdre la recherche française. Pourtant, voilà, il y a l'Institut Pasteur, il y a le CNRS. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être de moins en moins financer. On parlait de l'hôpital public. Aujourd'hui, on arrive à voir dans certains pays où, en fait, on a trouvé un système équilibré entre le privé et le public. Ah bon? Alors, j'aimerais que vous me donniez des exemples, parce que moi, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis avec... Mais là, vous prenez les États-Unis, qui sont effectivement la référence contraire. Oui. Où là, on n'a pas de public. On n'a principalement que du privé, et avec des prix qui deviennent
coûte cher. Bah, pour moi, en La tout journée coûte cas, cher. l'hôpital, Il la vaut mieux pas tomber santé, malade, hein. permettre la prise en charge de la santé, c'est aussi de la prévention, c'est aussi dépenser moins à terme, puisque bah, quand on peut... Ah bah, la prévention, c'est primordial. C'est ce qui bah, permet voilà, de la faire des... prévention, on c'est est ça d'accord. aussi qui fait que les personnes vont être moins malades d'obésité, de Et cancer, tout. parce qu'elles auront l'occasion... Bien sûr. Et donc, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ne serait-ce que des prises de sang, ou en tout cas un certain nombre d'eux, plus particulièrement aux États-Unis, compte tenu des prix. Donc voilà, pour moi en tout cas, il y a cette Non, on est d'accord. sanctuarisation de certains Alors, services publics. Et pour juste terminer, euh, la défense des services publics, et notamment, j'arrive ensuite à la circonscription, des services publics de proximité. Pour moi, un service public qui est retiré d'une ville, d'un village, c'est une voie en plus pour le RN. C'est pas moi qui le dis, c'est des études qui le montrent. Les services publics, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent en fait de prendre conscience enfin, je veux dire, c'est pas uniquement avoir l'occasion de prendre le train et l'opportunité de prendre le train, d'aller à l'école. Les services publics, en fait, c'est la défense du bien commun, la défense de valeurs communes, la défense d'une communauté de personnes qui sont ensemble, qui vont pouvoir se réunir, qui vont pouvoir bénéficier des mêmes droits. C'est ça, en fait, la signification des services publics. Et quand il n'y a plus de services publics dans un village, quand il n'y a plus de services publics dans une petite ville, dans une ville petite ou moyenne, ben en fait, les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent chez elles. Elles restent chez elles, elles regardent la télé toute la journée et elles finissent par voter RN parce qu'elles entendent des médias qui leur disent toute la journée, c'est la faute des étrangers. C'est un énorme raccourci. Bah, c'est pas un raccourci, c'est la réalité, en fait. Quand on regarde le programme du RN, quand on regarde ce que disent certaines chaînes d'information... Vous faites un super raccourci en ligne droite. Je le trouve amusant, c'est donc. OK. Alors, moi, je voudrais plus maintenant qu'on parle un peu de notre circonscription. Oui. Bon, alors j'ai lu un peu votre programme. En tout cas, j'ai essayé de ressortir les différents éléments. Alors, vous proposez déjà de renforcer. Donc, alors, ça va évidemment de pair à ce que vous avez pu exprimer il y a quelques instants, les services consulaires. Alors, vous avez cité Bilbao, Séville. Pourquoi c'est une priorité? Alors, pourquoi Bilbao-Séville? Ouais. Donc, quand je disais les services publics de là, proximité... vous oubliez les autres villes. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. J'y arrive. Non, j'oublie pas du tout les Portugal, autres villes. nada. Les services... si. Les services publics de proximité, ça, c'est donc une défense au niveau porter un programme national, mais et c'est pour ça que je disais les intérêts des Français de la circonscription, ce sont les mêmes que les intérêts des Français de l'Hexagone. Mais alors donc on a parlé de... On arrive sur les services publics de proximité et notamment moi, quand j'étais au Consulat général de France à New York, et je vais arriver tout de suite à notre circonscription, j'étais représentante du personnel. Et bien en tant que représentante du personnel, ça m'a familiarisé en fait avec les effets du budget qui est amoindri, du budget du ministère des Affaires étrangères qui est amoindri chaque année, qu'il pouvait y avoir sur les agents qui se retrouvent à devoir travailler 2 fois plus avec des arrêts maladie, de la souffrance au travail qu'on connaît, mais aussi les effets sur les administrés. Vous pouvez vous imaginer que les délais d'attente, quand il y a 2 fois moins de personnel qui vont s'occuper des services administratifs que les consulats offrent aux Français. Mais aujourd'hui, concrètement... Aujourd'hui, concrètement, pourquoi j'ai évoqué Séville et Bilbao? Parce que Séville et Bilbao, il n'y a plus de services administratifs, c'est désormais des consulats, ce qu'on appelle d'influence. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est consul général et à la fois directrice de l'Institut français, qui fait de l'influence parce que cette personne, donc c'est très important, elle va rencontrer ça permet de garder une représentation. Ça permet de garder une représentation, de la coopération, notamment au niveau de l'intérieur, etc. Mais ça ne permet pas d'offrir des services administratifs. Les Français du nord de l'Espagne, quand ils ont besoin d'avoir des services administratifs, ils sont obligés d'aller jusqu'à Madrid ou de faire tout sur Internet, mais pour des personnes qui sont isolées, qui sont retraitées, qui ne sont pas très familières. Vous avez parlé de Séville, Bilbao, qui ne sont pas forcément... Et Séville, c'est pareil. Oui, mais justement, ils ne sont pas très éloignés. Alors, on est resté sur la partie ouest de l'Espagne. OK. Séville, Bilbao, c'est quand même le nord et le sud. Ouais, enfin, bon, c'est pas non plus... on ne passe pas de l'autre côté Méditerranée, on reste sur la côté on va dire... Séville, c'est le côté Algarve. Oui. On va dire... côte atlantique, donc c'est exactement comme Bilbao, et puis on ne parle pas de côté méditerranéen. Mais le pire, c'est que je n'ai pas entendu parler des insulaires. Donc, les gens qui résident aux Açores, à Madère, aux Canaries, vous avez totalement raison de m'en parler, et c'est un point extrêmement important.
le point des îles Canaries, Parce que des alors, Baléares, de c'est Madorre, la des galère. Açores, et bah, bien sûr que c'est la galère. Il y Ils a doivent prendre l'avion énormément, pour aller voter. il y a énormément de souffrances, il y a énormément de problématiques de personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas. Moi, j'ai encore discuté. Alors, vous prenez euh, quoi là-dessus? Ça veut dire quoi? Vous remettez un consulat ou Non, mais en tout cas qu'il puisse y avoir plus de personnes mobilisées dans les services sociaux, par exemple, Ouais. les services sociaux des Donc faire consulats. des tournées? Quand il y a faire des tournées consulaires, Ouais. par exemple, Ouais. pouvoir aider. Donc, pour vous donner un exemple très concret, j'ai échangé avec une personne qui est dans une situation de très grande précarité, qui habite à Tenerife, Ouais. qui sollicite les différents organismes de bienfaisance qui peuvent lui accorder une aide d'urgence. Les consulats ont cette capacité, mais en fait, les services sociaux, et je suis bien placée pour le dire, puisque mon suppléant, Sébastien Blanco, travaille au service social du consulat de France à Madrid. Ouais. Donc, il m'informe régulièrement de la situation. Ils sont débordés, ils ont énormément de dossiers à gérer, et donc, ça génère encore plus de personnes qui se retrouvent isolées et qui ne peuvent pas être aidées, qui ne peuvent pas être soutenues, alors qu'elles devraient pouvoir être soutenues. Donc justement, les bourses scolaires, enfin, il y a aussi les bourses scolaires, il Oui. y a l'ensemble en fait. C'est un véritable problème pour de nombreuses familles, même encore plus aujourd'hui qu'hier. Oui, bien sûr. On est d'accord. Quelle réforme concrète vous proposez alors? Alors, donc, juste pour revenir, Je m'excuse, ce que je disais, ce que je relevais avant, c'était les aides sociales. Oui. Donc, les aides sociales et pouvoir donc augmenter le budget des aides sociales pour Ouais, les Français ouais. en difficulté dans la D'accord. circonscription. On arrive maintenant sur le volet éducation. Qu'est-ce qu'on propose sur la circonscription? La situation, l'état des lieux, le diagnostic, si vous voulez, c'est que le budget de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement des Français de l'étranger, est-ce que j'ai dit correctement? Oui, c'est bien, ça. on a compris. Donc le budget de l'AEFE, qui est à la fois sous tutelle de le ministère de l'Éducation et des Affaires étrangères, Ouais. le budget de l'AEFE stagne depuis 10 ans, alors qu'on a un taux d'inflation extrêmement, un taux Donc, vous êtes d'inflation pour qui l'augmenter. augmente. Évidemment, je suis pour augmenter le budget de l'AEFE, ce qui permettrait du coup d'élargir les critères d'attribution des bourses, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un problème des critères d'attribution qui font qu'on est encore sur un modèle très classique. On est sur... Il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas attribués finalement. Il y a beaucoup de personnes qui devraient être bénéficiaires de bourses. Ouais. Scolaires et qui ne peuvent pas en bénéficier parce que ce sont des personnes qui sont dans des situations particulières, des familles monoparentales. Je pense notamment aux familles monoparentales qui ne peuvent pas bénéficier des bourses scolaires parce que le modèle des critères d'attribution est fait sur un schéma très classique. Le père et la mère vivent ensemble sous le même toit, et donc quand il y a deux personnes différentes, il va y avoir, on va prendre en compte les deux parts des deux logements différents, des deux salaires différents, et donc ça va compliquer l'attribution des bourses. Je vous la fais courte, mais en gros, c'est ça. C'est ça la problématique. Ouais. Et la deuxième problématique, c'est les délais d'attribution. Donc, parfois, les personnes se voient notifier 6 mois plus tard, donc sont contraintes d'avancer les frais pendant 6 mois avant d'obtenir le remboursement. C'est pas forcément évident pour toutes les personnes qui demandent une bourse parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas déjà les moyens. Et le troisième problème que je soulève, c'est sur l'inclusivité. C'est sur les enfants qui sont en situation de handicap. C'est extrêmement compliqué pour les familles parce que les personnes aidantes des enfants en situation de handicap, les AESH, sont en fait très souvent le budget pour ces personnes arrive bien trop tard. Donc les familles, les parents d'enfants en situation de handicap doivent avancer les frais et parfois se pouvoir rembourser les frais de prise en charge à la fin de l'année. Et ça, c'était une des propositions de loi que souhaite porter la France Insoumise, c'est qu'il puisse y avoir un financement de ce personnel qui aide pour une école. Je termine juste parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est important. Je pense que l'école, l'éducation, ça doit être universel, ça doit être inclusif, ça doit prendre en compte les enfants. Les scolarités aussi ne cessent d'augmenter dans les lycées français. Bah voilà. Et donc, l'idée, c'est que l'enseignement du français à l'étranger ne soit pas réservé à une élite économique, ne soit pas réservé à des familles. Donc, ça veut dire qu'on revoit les prix à la baisse ? Ça veut dire qu'on revoit les prix à la baisse. Ça veut dire aussi qu'il y a un plus gros budget qui est alloué de l'AEFE. Donc les 500 millions ont monté à combien? Pour permettre... alors, je ne pourrais pas vous dire exactement à combien on monterait, mais... on monte.
On augmente le budget, Ouais. on se bat pour augmenter le budget pour qu'il y ait pour que plus de personnes puissent bénéficier des bourses. Ok. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a très souvent, les personnes sortent du circuit. Elles vont pas le manifester, mais elles vont Il y juste a arrêter. Elles vont aujourd'hui, arrêter deux personnes sur trois qui pouvaient aller dans un lycée français vont aujourd'hui scolariser leurs enfants dans un système scolaire différent, Bah, tout bien simplement sûr, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de payer, parce que le prix par enfant est de plus en plus élevé. exactement. Et qu'on arrive à des montants, quand on a 2 ou 3 enfants, Des montants exorbitants. plus de 20 000 Voilà. voilà. Donc ça, Alors, on n'en est c'est pas au système américain, mais en tout cas, si on devait comparer, on trouve que quand même aujourd'hui l'écart ne se creuse pas, mais au bah, contraire. c'est enfin, On est, avec on est le taux d'accord. Alors moi d'inflation, j'aimerais voilà. bien que très rapidement, parce qu'on est un peu tenu par le temps, et je sais que vous avez envie beaucoup de choses à raconter, j'ai pu comprendre. Je ne sais pas si c'est l'aspect journaliste de l'époque en tout cas, qui ressort, ou en tout cas, voilà, parce que vous êtes convaincu dans votre... ce qui est bien. Euh, Moi j'aimerais que vous nous redonniez vraiment les points principaux que vous souhaitez mettre en avant pour les Français de l'étranger. Pour nous. Donc, pour les Français de l'étranger, ce Pour que nous. je souhaite mettre en avant, c'est la défense des services publics de proximité, Ça on l'a bien entendu. qui auront un effet aussi bien au niveau des services administratifs dans les consulats, Ouais. des aides d'urgence, Ouais. en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie, de pandémie mondiale, vers qui se sont tournés les Français Oui, alors de la après, circonscription? le Vers les problème, consulats. Et ouais. donc, c'est les consulats qui sont là pour... moi, Ouais, j'étais au consulat de France à New York quand il y a eu le Covid. Donc, je peux vous dire le travail que ça... Ouais, mais après, il y a cette plein de gens pandémie... qui ne s'inscrivent pas. Alors moi, d'ailleurs, ça me permet de le rappeler et de dire aux gens, Ah, bien inscrivez-vous, sûr, il faut allez vous s'inscrire. inscrire au consulat, là, parce que quand on regarde, si on n'en prend que la liste du Portugal, il y a 20 000 personnes ou 21 000 personnes qui sont inscrites actuellement sur les listes électorales, donc ça veut dire inscrites sur les listes électorales, alors qu'on pense qu'il y a à peu près 70 à 4, ou entre 70 000 et 100 Oui, 000 bien sûr. Bah, si on Français veut qui pouvoir résident aujourd'hui au garder ce Portugal. lien avec la France, Voilà. Il n'y a pas que Ariane, et en c'est fait, voilà. extrêmement important. Mais donc, pour revenir, la défense des D'accord. services publics Ok. de proximité, Ensuite, ouais. au niveau des services administratifs, Ouais. la défense d'une éducation Ouais. qui soit universelle Ouais. Ok. du français à l'étranger, le rayonnement de la France, aussi le rayonnement culturel. J'en ai Mhm. pas forcément beaucoup parlé, mais c'est la Ouais, France. il y a eu des fermetures ces derniers temps Des instituts français, bien donc sûr. ça aussi. Donc Euh, on fait quoi, on les réouvre? Évidemment, on les Ok. réouvre. Si on Ouais. veut défendre la francophonie, l'enseignement du français à l'étranger avec des professeurs de qualité, effectivement, l'objectif, c'est pas de les licencier, c'est de pouvoir ouvrir ces instituts français. Enfin, c'est quand même la base. Le réseau consulaire et diplomatique français, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième plus grand, plus important au monde. C'est ça aussi qui fait Le rayonnement. la grandeur, le rayonnement de la France. C'est ce Ok. soft power avec ce qu'on appelle l'exception culturelle française. On est quand même dans un pays où il y a des financements qui sont alloués, une obligation de défendre avant tout la culture française, avec aussi le statut des intermittents du spectacle. Bon, je ne vais pas revenir... On va pas faire le détail de tout. Mais hein, on parce ne va que pas faire le détail, mais c'est plus de 2 heures, mais là, mais c'est. le On passe la rayonnement, journée, non, mais le rayonnement de la culture française et la défense, la promotion de la culture française, c'est ça aussi le rayonnement diplomatique qu'il faut porter, mais qu'il faut porter aussi avec un budget, avec de l'argent pour le ministère de la Culture, pour le ministère de l'Éducation nationale et pour le ministère C'est-à-dire de nous des permettre, Affaires quand on fait étrangères. venir des artistes ici, ce que par exemple on a pu faire, de pouvoir Voilà. avoir des aides, ce qui à l'heure actuelle n'est pas possible. Promouvoir, organiser Pour promouvoir, des pour festivals, organiser des festivals, le pour dialogue, organiser des événements, voilà. pour faire venir des Tout à artistes qui fait. ne font que représenter, en tout cas, permettre, même si ce sont des one-man shows, c'est quand même la culture française qui est mise en avant. C'est ça. La circonscription elle comprend aussi Monaco et Andorre, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Quelle attention spécifique vous leur accorderiez? Bien, écoutez, Andorre, j'ai jamais été à Andorre. Et donc, pourtant, vous n'êtes pas non plus... c'est c'est vrai que dans les Pyrénées. Hein. j'ai très envie d'y aller. Et il se trouve qu'Andorre, je me suis un petit peu penchée sur le sujet et c'est très intéressant parce qu'il y a une coopération éducative qui est assez unique parce que c'est une principauté, Ouais. mais les professeurs dépendent du rectorat de Montpellier, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, il y a le français qui est enseigné avec des professeurs donc, qui dépendent de l'éducation nationale, Ok. mais Et alors de façon bilingue, en Ok. français, Ouais. en espagnol, en catalan. Et alors, c'est un bon exemple de coopération éducative qu'il Donc, vous faudrait êtes- donc, pouvoir vous voulez- porter vous voulez- et s'inspirer. Vous voulez le développer. Oui, tout à fait. Bonne. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous poser d'autre comme question? Parce que décidément, Oui, on a été très long. on a été très long sur
Euh, ouais, certains considèrent, alors je vais reprendre, parce que évidemment, quand on va sortir un petit peu des sujets, je crois qu'on a compris en tout cas les grands thèmes Oui. et puis on voit à quel point vous êtes convaincu, puis vous essayez de convaincre, donc c'est bien. Euh, Certains considèrent que LFI a un discours trop radical. Je reviens un petit peu sur la partie LFI. Ouais. Est-ce une critique que vous assumez ou une caricature selon vous? Alors la radicalité, qu'est-ce que c'est que la radicalité? Est-ce que la radicalité, c'est défendre l'intérêt commun? Est-ce que c'est défendre la lutte contre les inégalités, défendre une voix forte à l'international en faveur de la diplomatie et la paix? Si c'est ça qu'on appelle la radicalité, je l'assume totalement. Mais est-ce que la radicalité, c'est pas aussi peut-être l'accroissement des inégalités, la violence sociale du gouvernement actuel qui accroît les inégalités, qui accroît la pauvreté. Pour moi, c'est ça la radicalité en fait. Enfin, il faudrait qu'on analyse la définition de la radicalité, mais Donc pour si être vous, radical, c'est défendre l'intérêt commun, bah oui, je le dis, je suis radical. d'accord. Mais en fait, ce qu'on défend, c'est ce qu'ont défendu, par exemple sur l'international, ce qu'ont défendu certains présidents, hommes politiques, ministres qui pouvaient être de droite et qui ont des positions qui aujourd'hui sont celles de LFI. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu aussi dans l'échiquier politique une droitisation de la société qui fait qu'aujourd'hui, un discours qui est quand même assez sensé et rationnel va être considéré comme radical? Alors, autre question, voilà, le député sortant a validé Stéphane Vogetta, s'est fortement investi dans la loi influenceur, mais aussi sur la régulation des accès à des contenus dits pornographiques et violents pour les mineurs. La France prenant le lead sur ces sujets. Si demain vous étiez élu député, est-ce que vous continuerez sur cette voie ou est-ce que vous allez préférer développer de tout autre sujet, comme Alors, ceux que vous je avez trouve que évoqués tout à l'heure? c'est une très bonne initiative et en tant que personne féministe sensible à la lutte contre les violences sexuelles, évidemment que je pense que c'est un bon début de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution des mineurs, la promotion du sexisme, des violences sexuelles et contre les arnaques, Mhm. enfin voilà, les droits des consommateurs. Mais en revanche, je pense que ça ne va pas assez loin parce que je pense que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est très bien de mettre en place une loi influenceur, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important, de beaucoup plus Alors, on énorme vous que cette loi écoute. influenceur? C'est les GAFA, c'est la régulation des GAFA. Si on met en place une loi influenceur, mais qu'on fait rien pour se battre, pour réguler les GAFA, pour réguler Elon Musk et Mark Zuckerberg qui véhiculent et promeuvent une dérégulation totale avec la promotion de la haine en ligne, la promotion de harcèlement, la diffusion d'attentats C'est pas sur vos des amis, hein. Facebook Live. Non, mais je veux dire, ça, c'est quand même un vrai Oui, non, mais problème. Si on veut, il y a quand même des adolescents qui se suicident après avoir été cyber-harcelés. Donc ça, pour moi, c'est un véritable problème. Donc C'est aujourd'hui, quelque chose vous êtes qu'il pour faut défendre. bloquer, donc vous êtes pour... Il faut réguler ces D'accord, plateformes. Pour ok. moi, c'est sans aucun doute, il faut réguler ces plateformes pour lutter contre la violence en ligne. Et je constate que l'ancien député qui a été invalidé, Stéphane Vogetta, c'est très bien ce qu'il a mis en place sur la loi influenceur. Mais par contre, sur la régulation des plateformes, il est le premier à invectiver, à moquer des utilisateurs des différentes sur X, à relayer des comptes qui parodient, qui cyberharcèlent certaines députées. Donc finalement, je ne suis pas certaine qu'il donne l'exemple sur la régulation des plateformes. Donc c'est un bon début, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. en tout cas, moi j'aimerais En bien tout cas, c'est l'entendre comme sur ça, ce sujet. c'est comme ça, ok. En tout cas, il y a ce premier volet, il est positif, mais il faut aussi aller plus loin. Et il faut aussi s'attaquer au fond du problème. Au fond du problème qui est cette Mais peut-être que idéologie c'était... Mais libertarienne en tout qui cas, défend des idées en tout d'extrême, cas, je termine juste, qui défend des idées d'extrême droite, qui défend des idées masculinistes et qui cherche à faire en sorte qu'il n'y ait aucune régulation de ces idées. mais en tout cas, c'est une brèche, c'est une nouvelle... C'est quand même... La France a pris un lead là-dessus. Aujourd'hui, se développe. L'Espagne a repris d'ailleurs une partie enfin, en tout cas, ce que la France avait initié. D'autres pays ont adopté aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Europe, qui ne voulait pas du tout en entendre parler, reprend un peu ces thèses aussi pour pouvoir le défendre sur l'échelle européenne. Donc, Oui, c'est un bon début. oui, bien sûr. Donc, vous continuerez là-dessus. Oui.
D'accord. Et sur la régulation des GAFA, oui, tout à fait. Mais on l'a bien entendu. Moi, je vais arriver maintenant à des questions plus personnelles qui nous permettra derrière de pouvoir conclure. Quelle expérience de vie vous a le plus marqué? Les expériences de vie qui m'ont le plus marquée, bah, je pense qu'il y a d'abord mes expériences à l'international, mon arrivée. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de mes premières sensations à mon arrivée à Cuba, à mon arrivée aux États-Unis, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Ça, je pense que c'est des expériences extrêmement marquantes. Et puis après, bah, j'ai 2 enfants, donc le fait de devenir mère, c'est un bouleversement dans la vie. Donc c'est clairement aussi, je pense, peut-être l'expérience la plus... c'est ce qui a le plus changé ma vie, on va dire. Alors, quelles sont vos passions ou vos sources d'inspiration en dehors de la politique? En dehors de la politique, mes passions, mes sources d'inspiration, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup la musique. J'ai fait de la musique, comme je vous le disais. Ouais. J'ai étudié le chant lyrique, puis jazz pendant plusieurs années en conservatoire. Donc, bah, je reste. Je pourrais vous rapprocher de Christophe Souget de Funès, qui lui a fait de la flûte traversière. Ah, très bien. On Voilà, pourra je vous le dis faire parce qu'il nous l'a dit un aussi. groupe transpartisan. Ah oui, je pense que exactement. Je pense que vous pourrez animer des soirées. À l'Assemblée nationale, bon, j'en suis pas certaine, mais bon, dans tous les cas, merci de la recommandation. En tout cas, bah voilà, j'adore écouter de la musique, aller à des concerts quand je le peux. J'ai quand même un agenda assez chargé entre mon travail et mes enfants, sûr. mais quand je le peux, j'aime beaucoup. Je suis une grande cinéphile. J'ai fait des études au lycée. Je me suis spécialisée sur le cinéma et c'est vrai que bah, j'ai été très, très, très cinéphile. J'ai vraiment D'accord. adoré les salles de cinéma et Ouais. j'essaye encore de m'actualiser Ok. sur les festivals, le cinéma. Et j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la littérature. Je Et lis pas si vous assez à deviez mon goût. citer justement une personne, une figure qui vous inspire, laquelle choisirez-vous? Alors, je vais en citer 3. Je peux pas en citer une Waouh. seule. Allez, La première, ça va être une figure française, le plus grand écrivain français, Victor Hugo. d'accord. Bah, pour tous ses écrits, mais pour tout ce qu'il a apporté à la société, pour tous ses Ok. combats. Un Ok. écrivain engagé contre la Oui. peine de mort, pour le droit des femmes, contre l'autoritarisme. Donc pour moi, c'est quand même l'écrivain qui me vient spontanément, sa plume, ses poèmes. Un écrivain aussi très mystique, son Qui d'autre? lien à la mort. Ouais. Voilà, Oui. donc Ah oui, mais mort par rapport à sa fille. oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est la D'accord. première figure qui me vient à l'esprit. Et comme j'aime beaucoup la littérature, je voulais quand même citer cet écrivain. Deuxième figure, on traverse l'Atlantique, c'est Ouais. Angela Davis. Ok. Parce que quand j'ai Ouais. étudié, quand j'ai commencé à m'intéresser aux gender studies, donc aux études de États-Unis. genre, bah, c'est elle qui m'a fait prendre conscience de l'imbrication, l'intersectionnalité, on va dire, des discriminations, discrimination de classe, de race et de Le sexe. reste, ouais, bien sûr. Figure des Black Panthers, je le rappelle, bah, qui a combattu à la fois le racisme, le Oui. sexisme et le classisme. Donc pour moi, c'est quand même une figure Bien d'inspiration. sûr. Et je vais en citer un troisième, parce que je pense que c'est bien de citer des personnes, mais les personnes sans un collectif derrière, elles ne sont rien. Et du coup, je vais citer le collectif, toutes les personnes en fait du MeToo, toutes les personnes qui, il y a quelques années, en 2017, ont permis d'abord des actrices, puis des personnes anonymes, puis des personnes de tout milieu, de briser l'omerta sur les violences sexuelles, de briser l'omerta sur l'inceste. Et je pense que cette prise de conscience, et je terminerai là-dessus, du MeToo, ce collectif MeToo de toutes les personnes victimes qui ont osé parler, ça a permis de prendre conscience non seulement que le privé, ce qui se passe à l'intérieur de la famille, c'est politique, et le sexisme, c'est quand même la mère de toutes les inégalités. Et la deuxième chose, c'est qu'un collectif, une personne toute seule, comme je le disais, ne peut pas faire grand-chose. Mais quand 1 million de personnes se réunissent pour porter le même discours, pour porter les mêmes revendications, et ben elles peuvent tout et elles peuvent révolutionner la société. Quelle est votre plus grande fierté de votre parcours à l'heure actuelle? Ma plus grande fierté de mon parcours, je saurais pas dire. J'ai réalisé des reportages qui m'ont rempli de fierté. J'ai Plein de écrit choses alors. des Ouais. articles. Je pense que c'est C'est cet ensemble. Ouais. ouais, cet ensemble, les rencontres que j'ai pu Ouais. faire. En fait, je pense que ma plus grande fierté, c'est les rencontres de personnes de tous les Différents pays, horizons. de différents horizons que j'ai pu rencontrer et qui m'ont permis d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie, tout simplement?
Qu'est-ce qui me rend heureuse? Eh bien, la politique, l'accomplissement professionnel en essayant justement, de rechercher, d'analyser, de faire Ouais, avancer la société à OK. travers, mon travail. Mes enfants, bien sûr, et puis l'art et la nature. Voilà, c'est assez simple. Si vous pouviez changer une chose dans le monde, demain, quelle serait-elle? Si je pouvais changer une chose dans le monde, ce serait la lutte contre les inégalités et la défense du bien commun. Imaginez un électeur indécis, que lui diriez-vous en une phrase, sincère? Et ben, je lui dirais la même chose que ce que je viens de dire précédemment. Si vous souhaitez défendre euh, l'intérêt commun, si vous souhaitez défendre l'intérêt de la majorité des personnes, euh, l'intérêt euh, l'intérêt général, si vous souhaitez lutter contre les inégalités et les injustices, eh bien, il faut voter, il faut soutenir le programme du nouveau Front populaire. Et c'est moi, Martha Pessignac, qui porte le programme du nouveau Front populaire. Alors justement, Martha Pessignac, comme vous le dites si bien, que voudriez-vous que les gens disent de vous après avoir écouté cette interview? Eh bien, qu'ils se disent que je suis convaincante, que je suis déterminée et qu'ils ont été convaincus. Merci beaucoup, Martha Pessignac, en tout cas, d'avoir partagé avec nous votre parcours, vos priorités, votre regard sur les Français de l'étranger et aussi de vous être déplacé à Lisbonne dans le cadre, évidemment, de cet entretien. Alors, je rappelle que cet entretien s'inscrit dans une série dédiée à l'ensemble des candidats de la 5e circonscription, afin que chaque électeur puisse comparer et se forger sa propre opinion avant le scrutin. Que ce podcast vous est présenté avec le soutien de nos sponsors et partenaires et que nous remercions bien entendu, que nous les remercions pour leur appui. Vous pourrez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et nos réseaux sociaux. Merci à vous tous, auditeurs, pour votre fidélité et surtout, un point important, n'oubliez pas d'aller Voter. voter. Voilà. Alors, je rappelle que Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Cafimo est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier spécialisé dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients, car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité, tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute. Que ce soit pour un achat, un financement, un investissement et même financer les travaux ou juste renégocier son prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Et notre deuxième partenaire, eh bien, c'est Opticalia Campo de Ourique, votre opticien français lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie, pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Grâce à la technologie de mesure par IA, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on les attendait plusieurs semaines. Et en plus, ils réalisent vos examens de vue, vos bilans d'audition, et ils vous proposent une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi, Holloway, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales, avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Et leur ADN, c'est parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Donc je le répète une nouvelle fois, allez voter. Et puis en tout cas, merci beaucoup. Et comme je le dis à chacun des candidats, bonne chance. Merci, merci beaucoup.